Bonjour pour les personnes qui étaient là hier. On est évidemment très content de vous revoir. So, welcome back, everybody. We're starting this morning with a panel on Quebec before moving on to Turkey and India. So, je laisse la parole au président et commentateur du premier panel ce matin, mon collègue, monsieur Frédéric Parent. Bonjour, merci. Bon matin à tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée du 5e panel, le populisme et les sciences sociales. Et si je ne me trompe pas, c'est plus particulièrement le populisme et la sociologie, parce que les 3 présentations seront faites par des sociologues. La première, Émilie Laxer, professeure adjointe au campus de Glendon de l'Université York, qui reviendra sur pas la charte, on ne sait plus comment l'appeler, le test des valeurs. Suivra par la suite François Tanguay, je pense, étudiant au doctorat en sociologie aussi à l'UQAM, et Olivier Audet, qui est de retour parmi nous. Je pense que je ne le vois plus, il me semble. Ah oui, il est là, parfait. Qui présentera en 3e, lui, étudiant à la maîtrise au département de sociologie, ici aussi à l'UQAM. Donc, sans plus tarder, puisque tout le monde a 15 minutes, commençons avec Émilie qui va partager, je pense, son écran et qui aura 15 minutes pour la présentation. Parfait, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui et de m'avoir inclus dans le programme de ce colloque. Je vais procéder en anglais parce que c'est la langue dans laquelle j'aborde les questions de mon travail, mais si vous avez des questions en français, sans problème aussi. So this is a work in progress that I'm presenting today, which is part of a larger project. So I welcome any feedback or comments that you have at this stage. And what I'm attempting to do in the larger project is to examine how, in trying to validate and promote their political agendas, populist political forces engage in a delegitimation of prevailing legal and constitutional frameworks and institutions. And indeed, I think while much has been discovered about the ideological, the strategic, the stylistic dimensions of contemporary populisms, I think to date, scholars have paid much less attention to this particular area, that is, to populist movements' relationship to and framing of the rule of law. And I think this is a considerable gap given that fundamental rights, including those of ethno-religious minorities, are key objects of contestation among contemporary populists and their mainstream foes. So my objective in the paper and in this brief presentation is to examine and try to articulate the implications of populist challenges to establish legal frameworks for policies addressing immigrants' selection and incorporation. And to do this, I'm going to draw on preliminary findings of an ongoing qualitative study that I'm conducting on Quebec's recent values test for new immigrants. So I will share my screen at this point. Okay. So as you may know, the current Coalition Avenir Québec government implemented its new values test on January 1st, 2020. Mandatory for many newcomers, the test probes their views on issues such as secularism, same-sex marriage, gender equality, religious symbols, and aspects of Quebecois culture. While applicants cannot be denied permanent residency based on this test for reasons I'll discuss in a moment, those who fail a maximum number of times are required to reapply. The legislative basis for the values test is Bill 9, which was presented by the CAQ government in February 2019 as having 3 ostensible goals. So to better select immigration applicants who meet Quebec's economic needs, to ensure newcomers' knowledge of the French language and facilitate their successful integration, and to strive for better coordination and follow-up of individual applicants' success, particularly in the labor market. Despite endorsing Bill 9's broad economic objectives and approving a handful of its proposals, all 3 of Quebec's opposition parties voted against the legislation, citing a variety of concerns over the eventual values test. While lacking the majority needed to block the government's proposals outright, these parties did succeed in wielding the constitutional mechanisms of Canadian federalism to prevent the test from becoming a condition for permanent residency. Yet, as I'll show in the next few minutes, the CAQ was able not only to implement the test, albeit in a somewhat watered down form,
It was also able to utilize the surrounding debate to frame its larger policy agenda in ways that reflect telltale elements of populism. So in particular, it portrayed the values test as upholding the interests of the Québécois people against the combined threat posed by a disconnected elite, which was embodied primarily by the Liberal Party of Quebec and by constitutional experts, and by an immigrant other whose values were deemed to conflict with those of the native-born majority. I'll further argue that in branding itself the defender of the Québécois people, the CAQ also engaged in a strategic reconceptualization of fundamental rights, such as gender equality, as values, the implications of which may be very significant. So the conclusions I draw are based on a qualitative analysis of parliamentary debates addressing Bill 9 between February and June 2019. And I focus on discussion of the 4 articles of the bill that directly impacted the eventual values test. And these 4 can be broken down into 2 affecting the act respecting the Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, and 2 proposing amendments to the Quebec Immigration Act. So Article 1 of Bill 9 really set the stage for the eventual values test by proposing to amend Section 2 of the Act respecting the Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion to specify that any guidelines or policies on immigration be adopted by the Quebec government must be in keeping with democratic values and the Quebec values expressed by the Charter of Human Rights and Freedoms. Article 4 proposed to further amend this same act by establishing the government's right to collect information on immigrants' level of knowledge of French and their integration in the labor market, and to develop and implement programs, guidelines, and policies to monitor and assess their relevance and effectiveness. Then Article 6 proposed an added paragraph to Quebec's Immigration Act, specifying that this act should promote the integration of immigrants, in particular through their learning French and learning about democratic values and the Quebec values, again, expressed by the Charter of Human Rights and Freedoms. And finally, Article 9 proposed to add a new section to the Immigration Act, which would enable the minister to impose conditions on permanent residency in order to ensure, among other things, applicants' linguistic or social or economic integration. So my study of the debates around these 4 articles yielded 2 main observations relevant to our discussion today. First, I found that while not populist in all of its dispositions, the CAQ government drew on populist tropes to frame its values test as safeguarding the interests of Québécois people against incursions by an established political elite and by a threatening immigrant other. And the significance of the construction of an elite threat to the government's promotion of Bill 9 was most clearly articulated or evidenced by its reaction to objections to the legislation on legal grounds. So in its very influential testimony before the Assembly, the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse asserted that using a values test as a basis upon which to reject immigrant applicants would violate individuals' rights to cultural and religious expression protected by the Canadian federal and Québécois provincial charters. This objection then became the cornerstone of opposition parties' challenges against the values test. So you had the Liberal Party of Quebec asserting on several occasions that rendering permanent residency conditional on a values test would be incongruent with the larger Canadian immigration system. And then taking a similar stance, Québec Solidaire members maintained, given the subjective and differing ways they might be imagined by diverse communities, values must not be cited as bases for allocating rights to full membership. In reacting to these concerns over the constitutional viability of its bill, the CAQ deployed a strategy characteristic of populist parties, that is, of discrediting its opposition as driven by elite concerns and thus of being disconnected from the people, the only legitimate decision makers in the body politic. So leveling this attack most directly at the Liberal Party, the CAQ minister in charge of the bill, Simon Jolin Barrette, asserted that given the party's multicultural spirit, it is inherently incapable of defending Quebec values and the specificities of the Québécois nation. Tying that accusation to the theme of nationalism, Jolin Barrette further framed the Liberal Party as out of touch with the core interests of the Quebec electorate and as unable to comprehend the need to expand the provincial government's jurisdictional capacities, even when that expansion happens in areas that are inhibited by existing legal frameworks.
The distinction between the people and the other in the CAC's framing of the values test was drawn through more implicit means. So this discursive frame was articulated primarily through statements in the practical guide that's been issued to new immigrants, which implied that many such immigrants, many such applicants, do not share and must be taught the informal codes and shared cultural dispositions that signal belonging in the Quebecois nation. And I'll emphasize in a minute how these statements hinged on this reinscription of rights as values. But for the moment, I simply want to emphasize that this framing of immigrants as other was achieved in significant part through practical advice regarding appropriate gender roles within Quebecois families. So, for example, this quote from the practical guide advises newcomers that individuals in couples in Quebec, regardless of their gender, are expected to share responsibility over finances, choice of residence, children's education, family values, and rules within the home. The implicit message here is that immigration applicants are by definition unlikely to adhere to these norms that are, according to the government, already the basis of widespread consensus in Quebec society. And this notion of consensus is conveyed, for instance, in this quote through the sort of vague reference to La Société Québécoise, which is at once boundaryless, but also clearly very circumscribed along the lines of culture and values. In addition to underscoring the elitism of its opposition and tying that alleged elitism to the threat posed by a foreign other, the position of the governing CAQ party in the debate over Bill 9 was informed by a discursive strategy of reframing rights, such as gender equality, as values. And the slippage here is important, and I think it's an understudied aspect of contemporary populisms. In reframing rights as values during the debate over Bill 9, the CAQ government utilized a discursive strategy that had already been initiated during the debate over religious signs in Quebec. So a key moment in that debate, of course, occurred in 2013 when the Parti Québécois proposed its Charter of Values, which included a plan to prohibit all public sector employees from wearing religious signs on the job. Though it didn't become law, the charter and its surrounding debate rendered values a legitimate frame in articulating the secular boundaries of the nation and the state, as well as gender equality. So you'll probably remember that in advertising its plan, the Parti Québécois government declared that churches, synagogues, and mosques are sacred, the religious neutrality of the state and gender equality are also sacred. We believe in our values. So by placing gender equality in the realm of values rather than rights, this quote signaled that the Parti Québécois intended to frame the content of national belonging in political and therefore value-laden terms rather than legal and thus right-centered terms. The CAQ government further inscribed this slippage from rights to values in its promotion of the values test. For instance, the practical guide for the test states that in Quebec, values are expressed by the rights and responsibilities of citizens. They dictate the rules and the social codes that make Quebec society what it is. These values will therefore serve as landmarks, allowing you to fully participate in French in your new society. This slippage from rights and responsibilities to rules, social codes, and values was further pursued by the CAQ in its parliamentary debates. So I noted 42 separate occasions in those debates in which prominent members of the party either articulated a very close association between rights and values or used them nearly interchangeably in their advocacy of Bill 9. And this slippage, I argue, enabled the CAQ and its supporters to particularize universal aspects of citizenship in ways that served its political agenda. So take, for instance, this statement by Jolin Barrette, in which he's trying to justify the labeling of gender equality as a Québécois value rather than simply as a right. So he says, we take for granted that the equality of men and women is a universal value, but it is not, because in certain states they have not inscribed it, nor do they respect it. We say in Quebec, the Charter of Human Rights and Freedoms, it is present. Therefore, it is expressed in that charter, and that makes it a Québécois value. So this statement illustrates how the slippage from rights to values at the heart of the CAQ's framing of the values test contributed to this larger strategy of particularizing the universal for political gain. So from this party's vantage point,
categorizing gender equality solely as a universal right dilutes the nationalist character of the legislation and precludes the government from using this frame as a clear basis upon which to differentiate the people from the elite and the other. Instead, therefore, CAC members opted to underscore Quebec's particular commitment to women's equality as a value. Yet rights did not fall out of the frame entirely. As you can see, the CAC preserved aspects of the rights framework when legitimating its proposals as consistent with the Charter of Human Rights and Freedoms. Statements such as this one elicited strong criticism from the Liberal Party and Québec Solidaire, and to a lesser extent, the Parti Québécois, concerned by the downplaying of rights in the CAC's approach. These parties' members confronted the government, asking questions like, how do you conceive of the relationship between democratic rights and Quebec values? Are these two sides of the same coin, or do they represent meaningfully different things? So one quote here, and this will be my final quote before concluding, speaking to these themes, the Liberal member Paul Robitaille said, so democratic values are juxtaposed against Québécois values expressed by the Charter of Human Rights and Freedoms. So what I understand from the minister is that these values don't refer to Porte Pâté or to the Ceinture Fléchée or to the Montreal Canadiens. It's much more. It's obviously much more. It's universal rights. It's the Charter. And there were many other instances in which Liberal members in particular asked, you know, where is this a Venn diagram essentially that you're drawing between rights and values, in which there's a kind of overlap, but you're still speaking to values that you're not specifying explicitly. So this statement really underscored a problematic ambiguity at the heart of Bill 9. If, as the government claimed, values simply express what is in the Charter of Human Rights and Freedoms, why bother referring to values at all? Well, the answer, I think, lies in the strategic gains to be made by conflating rights and values in order to sell the values test as simultaneously conferring Quebec's status as a state committed to the rule of law and underscoring Quebec's position as a nation whose values only the CAC legitimately represents. And I'll just close my screen before making a few, if I may, final concluding comments here. So in conclusion, I think this preliminary research and its surrounding on the values test and its surrounding debate has yielded two main observations. So first, I found, while not populist in all of its dispositions, the discourse deployed by the CAC in this context contains these telltale populist elements. Specifically, it's marked by a clear legitimacy challenge of established structures of power, primarily embodied by the Liberal Party of Quebec and the federal constitutional structures it allegedly upholds. More than misguided, these elite forces are portrayed by the CAC in almost essentialist terms as incapable, by virtue of their long-standing position within the larger Canadian state, of upholding the true interests of the Québécois people, which are also framed as being categorically distinct from the interests and values of the immigrant other. And the second observation is that through the debate over the values test, the CAC government engaged in this highly strategic reframing of the relationship between universal or rights-based and particular or value-laden aspects of Québécois nationhood and citizenship. In this resulting framework, values are alleged to derive from, but not wholly overlap with, rights established by Quebec's Charter of Rights and Freedoms. And this slippage is not accidental, but highly strategic, because it allows the CAC to be very nimble in its representation of the people as both an undifferentiated totality and therefore the ultimate source of political legitimacy, and as a highly circumscribed cultural group. And so these are some of the sort of strategic moves that I hope to unpack over the coming months in this project. And I welcome any questions and comments. Thank you. Merci beaucoup, Émilie. Sans plus tarder, la parole est à François. Si François est prêt à... Ah non, il ne partage pas son écran en plus. Parfait. Non, je n'aurai pas de PowerPoint. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Frédéric. J'aimerais remercier aussi les organisateurs, organisatrices du colloque, M. Dufour, M. Pécard et Mme Monès, pour avoir organisé ça. Alors, aujourd'hui aussi, je vais vous présenter un travail qui n'est pas complet, hein, qui est un peu un work in progress aussi. Alors, voilà. Donc, j'aborderai aujourd'hui
la question de l'analyse des droites nativistes au Québec. Et plus précisément, j'essaierai d'évaluer la pertinence de certains modèles explicatifs axés sur l'offre, donc ce qu'on appelle dans la littérature des supply-side explanations, pour analyser les dynamiques politiques impliquant des partis de droite nativistes au Québec. Donc, ce que je défends ici, c'est la thèse que ces approches permettent de comprendre efficacement certaines des dynamiques de radicalisation des partis de droite au Québec, même s'ils ne constituent pas des partis de droite radicales populistes, comme on le voit dans la littérature, et j'arriverai à ça. Donc, j'essaie en quelque sorte de suivre ici le conseil que nous donnait Cass Mudé il y a de cela 10 ans. Il nous disait qu'il était temps d'arrêter d'étudier les droites radicales en vase clos, qu'il fallait les mettre en dialogue avec ce qui se faisait dans les autres champs des sciences sociales, et de les étudier avec les outils conceptuels existants, donc d'arrêter de les traiter comme des pathologies. Pour ma part, je prends un peu son appel à l'envers, et j'essaie donc d'appliquer les intuitions théoriques des chercheurs qui travaillent sur ces droites radicales populistes à des droites nationalistes plus conventionnelles. Donc, c'est des droites au Québec qui sont nativistes, mais pas autoritaires, et qui exhibent un populisme qui est moins affirmé que bien d'autres partis ou leaders qu'on peut voir ailleurs. Donc, lorsque je parle de partis nativistes ou à saveur nationale populiste au Québec, moi j'ai en tête évidemment l'ADQ, l'Action démocratique du Québec, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Ces deux derniers partis ayant proposé des projets législatifs depuis 2014, comme on l'a vu avec la présentation d'Émilie, pour protéger ou pour limiter l'expression de la diversité dans l'espace public, l'argument étant de protéger notre héritage laïque essentiellement, ou comme on l'a vu, la diversité, l'égalité homme-femme. Donc voilà, on reviendra sur le Québec, mais avant, j'aimerais aborder donc ces théories axées sur l'offre, ces supply-side explanations. Les travaux sur la droite radicale populiste, comprises ici là, comme les droites nativistes autoritaires et structurant leur discours autour d'une valorisation d'un peuple pur par opposition à une élite corrompue, ont significativement augmenté depuis 2 décennies. On l'a vu avec les interventions de nos collègues hier. Et lorsqu'on regarde le Québec à travers ces explications, il y a un problème qui nous saute aux yeux. Il n'y a pas de parti de droite radicale ici, comme on le voit en France ou ailleurs. Et alors, on peut se questionner sur la pertinence de ces modèles-là qui font vraiment de l'interaction entre les partis conventionnels, les partis mainstream et les partis radicaux, le cœur de l'explication. Donc, c'est vraiment cette interaction-là qui est le cœur de l'explication. Notre argument ici, c'est que ces explications fournissent des pistes intéressantes pour comprendre la radicalisation des partis nationalistes québécois, et donc pas seulement l'émergence ou la consolidation de partis radicaux. Donc vraiment, ce qu'on regarde ici, c'est la radicalisation progressive de partis nationalistes plutôt que l'émergence d'un parti de droite radical populiste. Une raison évidente qui est liée donc pour cela est liée au fait, donc au coût élevé en fait d'accès au champ électoral dans nos systèmes majoritaires. Donc, mon nombre de pistes explicatives que je vais présenter prennent pour acquis qu'il est relativement facile pour un parti de la droite radicale populiste de faire son entrée en politique dès que la science des enjeux, donc le saliency of issues, comme l'immigration, les accommodements en groupe minoritaire ou l'intégration supranationale augmente. Donc, dès que ces enjeux-là augmentent en science, donc on parlerait d'une possibilité d'émergence de ces partis-là. Les systèmes proportionnels ou mixtes favorisent bien sûr l'apparition de petits partis, et ça leur permet beaucoup plus facilement d'avoir un poids politique. Il y a donc un effet institutionnel ici qui motive notre approche, qui vient regarder la radicalisation plutôt que l'émergence. Puis un second effet institutionnel de nos systèmes, c'est aussi de forcer les partis vers une forme de modération pour espérer atteindre le pouvoir, alors que la tendance qui est plus élevée dans les systèmes proportionnels à former des coalitions permet de conserver une plus grande autonomie et donc en quelque sorte une certaine radicalité dans nos positions. Donc, premier élément, donc première limite, donc la plus grande facilité d'accès à la sphère politique permet sans aucun doute de voir plus facilement comment des petits partis ont une capacité à influencer le comportement et les mouvements des plus gros partis. L'argument que je vais amener tout à l'heure, bientôt, c'est que dans le cas du Québec, comme on le verra, là, on doit considérer que certains acteurs extra-parlementaires ont un rôle important dans ce processus et peuvent venir jouer le rôle que dans des systèmes plus proportionnels, des petits partis politiques peuvent venir jouer.
Donc, lorsqu'on aborde ces partis en se demandant comment et pourquoi ils font des gains électoraux, les chercheurs distinguent habituellement les approches axées sur l'offre et les approches axées sur la demande. Bon, les modèles explicatifs axés sur la demande qu'on tente de comprendre le pourquoi l'électorat demande de telle partie. Donc, comme quelle transformation sociale, macrosociologique ou quels événements plus rapprochés vont contribuer à faire émerger des griefs nationaux populistes, alors que les approches axées sur l'offre tentent vraiment de comprendre les interactions entre les partis conventionnels et les partis de droite radicale populiste. Et ce que ces approches sur l'offre demandent, c'est comment transformer cette demande en vote et en siège. Donc, c'est là vraiment le nœud de la question. Hein? On veut savoir comment on gagne. Donc là, dans la littérature, sur ces explications axées sur l'offre, il y a plusieurs thèses qui existent. Une première thèse qu'on retrouve souvent, c'est la thèse de la convergence, qui suppose qu'un recentrement des partis conventionnels crée un vide que peuvent ensuite venir remplir les partis de droite radicale populistes. Une deuxième thèse, c'est la thèse de la polarisation accrue, hein, qui suppose qu'une polarisation croissante des partis conventionnels ou qu'un déplacement vers la droite d'un compétiteur mainstream favorise une escalade des positions et vient un outbidding et vient légitimer la droite radicale populiste. Troisièmement, une dernière thèse, peut-être qu'on peut amener, c'est l'idée d'une contre-mobilisation. Donc, ou la mobilisation de partis libéraux, de partis de gauche, donc des partis qui favorisent les accommodements avec les groupes minoritaires, stimulerait une contre-mobilisation de la part de la droite radicale populiste qui y verrait un risque de déclassement statutaire pour le groupe dominant. Voilà, donc ça, c'est un peu pour les pistes explicatives qu'on retrouve là, dans la littérature. Et j'aimerais enchaîner directement avec le cas du Québec, donc peut-être quelques éléments de contexte, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas aussi à l'affût de développement au Québec. Donc, on voit apparaître dans une série d'épisodes ayant lieu entre 2006 et 2018, un nouveau discours sur les questions d'intégration au Québec. Donc, entre 2006 et 2018, ici, je parle entre le début de la crise des accommodements raisonnables et l'élection de la coalition Avenir Québec. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qui se termine avec l'élection de la coalition Avenir Québec, comme Émilie le dit avec la question, par exemple, du test des valeurs. Donc, on voit une tendance qui correspond à celle observable à l'échelle internationale ou du moins à celle du monde atlantique. Le Québec n'est pas épargné par une vague de national-populisme ou de radicalisme de droite qui se manifeste pas non plus simplement dans la sphère électorale. Hein. Le nombre de crimes haineux, par exemple, rapportés à la police, a plus de quadruplé entre 2008 et 2017 pour dépasser 400 crimes haineux, la majorité pour motifs ethniques et dont la majorité ont augmenté entre 2015 et 2017. On voit ici également le nombre de groupes actifs, ou du moins le nombre de groupes visibles, qui a augmenté avec plusieurs groupes émergents en 2015-2016, des groupes comme les Soldats de Dain, Atalante, la Meurthe, Storm Alliance ou la branche québécoise des 3%ers. Donc, il y a ce qui se joue aussi hors de l'arène électorale. Mais dans l'arène électorale, c'est ce qui nous intéresse ici, on peut identifier trois partis qui ont des positions nativistes, donc l'ADQ, le PQ et la CAQ, comme je l'ai dit. Il y a différents événements qui vont permettre à ces partis-là d'amener dans l'espace public ces positions nativistes. On peut penser, j'ai nommé la crise des accommodements raisonnables, le code de vie de la municipalité d'Hérouville, l'élection de 2017, où l'ADQ a vraiment mis de l'avant un discours national populiste, la commission Bouchard-Taylor et les divers projets de loi. Donc, que ce soit le 94, le 62, ces deux-là du Parti libéral, le projet de charte ou le projet de la loi sur la laïcité de la coalition Avenir Québec. Hein? Donc, tous ces événements-là ont permis à différents acteurs de mettre de l'avant un nationalisme qui est différent de ce à quoi nous étions habitués, qui est un nationalisme plus homogénéisant, pour le dire comme ça, et nativiste, et qui cherche davantage à valoriser l'héritage historique de la majorité francophone. Donc, on ne pourra pas esquisser toutes les raisons de cette transformation du nationalisme québécois depuis 20 ans, mais un élément clé à noter ici que je voudrais amener, c'est que le déclin de l'appui à la souveraineté depuis 15 à 20 ans dans les sondages d'opinion a certainement forcé certains nationalistes à modifier leur projet. Et donc, on a vu ce projet qui est qualitativement différent émerger là, dans les 2 dernières décennies. Donc maintenant, j'aimerais présenter à l'aide de 2 exemples tirés du cas québécois la pertinence, selon moi, des approches développées au sujet des droites radicales populistes pour l'analyse de la radicalisation des partis conventionnels dans
des systèmes partisans où cette droite populiste radicale est absente. Donc, les deux sont tirés vraiment du premier épisode de forte contention sur cette question-là en 2006 et 2008. Et qui est lié à la crise, ce qu'on appelait la crise des accommodements raisonnables. Donc, le premier épisode commence en 2006 avec la controverse autour du port du kirpan à l'école, ce qui va déclencher un débat national autour de cette question-là, des accommodements raisonnables, et ce qui va permettre à l'ADQ de faire ses gains à l'élection de 2007. Donc, ici, ce qu'il convient de souligner, c'est ce qui a permis au parti d'obtenir de si bons résultats en 2007, c'était la convergence programmatique des partis conventionnels. Hein. Ce n'est pas seulement dans leur défense du néolibéralisme que ces partis se rejoignent, mais c'est de manière plus décisive encore pour ce qui nous intéresse dans leur approche à l'intégration des immigrants et des immigrantes. Donc, pour les deux partis mainstream, l'interculturalisme québécois, qui constitue une politique, on va se dire, assez similaire là, au final au multiculturalisme canadien, a formé un compromis qui en est venu à dépolitiser cet enjeu-là. Donc, pour le Parti québécois, ce modèle leur permettait de mettre l'avant un nationalisme civique, en guillemets, civique, évidemment, et d'aller chercher une respectabilité auprès de l'électorat ainsi que du Canada anglais et d'éviter de se faire accoler ou d'éviter de mettre comme étiquette à leur projet de souveraineté l'étiquette de nationalisme ethnique. À l'opposé, au Parti libéral du Québec, la défense du modèle québécois interculturel, donc ce modèle québécois distinct, leur permettait de se présenter efficacement comme nationalistes à leur propre manière et d'être en mesure de réaffirmer que bien qu'ils étaient fédéralistes, ils défendaient le Québec. Et tous les autres projets qui ont été présentés là, au courant des, disons, 30 dernières années, que ce soit la convergence culturelle, la culture publique commune ou la citoyenneté québécoise, ne venaient pas modifier en profondeur le modèle culturel québécois qui restait protégé d'une remise en cause. On restait vraiment dans une perspective qui était bien plus libérale que républicaine, par exemple. Donc, l'ADQ, il trouve ici un vide qui est capable de venir occuper en faisant ce que Chantal Mouffe a appelé une repolitisation antagoniste. Donc, on va venir prendre un élément qui avait été dépolisé suite à une convergence programmatique des partis conventionnels pour venir mobiliser l'électorat. Et donc, c'est vraiment l'interaction entre les partis conventionnels qui permettent à un troisième parti ici de se présenter de manière efficace pour faire des gains électoraux. Hein, donc, on voit comment la tâche de la convergence culturelle et de la convergence programmatique permet une compréhension fine des dynamiques au cœur de la radicalisation du discours public sur les accommodements raisonnables au Québec. Je vais aller avec un second exemple qui, ici, vont me permettre justement de faire ce que je disais tantôt, me proposer des pistes sur des acteurs extra-parlementaires qu'on pourrait intégrer dans le cadre de l'analyse dans un contexte où il n'y a pas de petits partis qui peuvent venir jouer le rôle d'alliés accommodatifs pour les groupes minoritaires. Donc, je vais y aller avec quelques propositions. Et il y a seulement une des propositions que je vais vraiment pouvoir avoir le temps de mettre en exemple. Donc, la première proposition, c'est que le régime constitutionnel canadien post-1982, en judiciarisant les rapports politiques entre les groupes sociaux et en enchâssant dans cette constitution une perspective libérale axée sur la reconnaissance et la protection des particularités individuelles ou ethniques des groupes minoritaires, en fait, fait des tribunaux des alliés accommodatifs des groupes minoritaires. Hein? Et par alliés accommodatifs, ici, on parle d'acteurs qui défendent une perspective libérale et qui favorisent activement des accommodements avec les groupes minoritaires. Deuxième élément, il faut que l'analyse des mobilisations dans le système partisan québécois tienne compte des mobilisations dans le système partisan canadien. Et la victoire d'alliés accommodatifs au niveau fédéral peut signaler une capacité de mobilisation de ces groupes minoritaires capables de modifier les hiérarchies entre les groupes ethniques au niveau provincial. Donc, les approches axées sur l'offre, et c'est l'argument ici, doivent prendre en compte de manière plus soutenue les dynamiques qui sont propres aux régimes fédéraux. Dernièrement, une troisième peut-être piste ici de réflexion, les commissions de consultation, comme la commission Bouchard-Taylor, peuvent agir comme signaux de menace ou d'opportunité en cadrant les analyses, les alternatives envisageables pour le gouvernement et dans le cas de la commission Bouchard-Taylor. Donc, ces recommandations ont servi de balise ou de référent pour l'ensemble des débats subséquents, ce qui lui octroie un poids politique non négligeable. Donc, vous l'aurez vu, ce qui permet de catégoriser un allié potentiel comme tel, c'est sa volonté et sa capacité à influencer le pouvoir politique et plus précisément à réaliser un programme d'accommodement
pour les minorités ethniques et religieuses. Donc, c'est un peu l'idée générale de la notion de contre-mobilisation. Et dans le cas du Québec, en 2006, pour reprendre le même exemple que précédemment, la Cour suprême a joué le rôle d'allié accommodatif pour les groupes minoritaires. La victoire judiciaire sur la question du Kirpan est un gain pour les groupes minoritaires et c'est ce qui vient déclencher le premier épisode de contention qu'on retrouve vraiment sur ce sujet des accommodements raisonnables. Et ce que ça va faire, c'est que ça va inciter l'ADQ à utiliser une stratégie nationale populiste pour vraiment répliquer à la perception que les groupes minoritaires font des gains qui modifient les rapports entre groupes ethniques à leur avantage, donc qui retracent les clôtures ethniques. Et je vais terminer, là, je suis déjà à 15 minutes 30 secondes, donc je vais terminer rapidement. Donc, alors que précédemment, la critique du multiculturalisme s'articulait vraiment à la question de la souveraineté et des difficultés supposées que ce projet-là allait avoir avec le multiculturalisme canadien, ce qu'on voit ici, c'est que cette mobilisation opposée force les nationalistes à changer de narratif sur le multiculturalisme qui va en arriver à devenir complètement autre chose, qui va donc s'inscrire davantage dans un narratif sur le traitement spécial qui est accordé aux minorités ethniques. Et ça rejoint un peu ce que Antoine nous disait hier lorsqu'il parlait donc, de ce qu'il avait vu sur le terrain et les propos qu'il avait récoltés sur le terrain. Donc voilà, je vais m'arrêter bientôt ici. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que les théories sur les droites radicales populistes peuvent bel et bien servir pour analyser les dynamiques nativistes au Québec et servir pour analyser également les dynamiques de radicalisation de partis nationalistes conventionnels dans des systèmes politiques majoritaires, avec quelques petits ajouts à faire pour compenser le fait que des petits partis peuvent plus difficilement jouer le rôle d'alliés accommodatifs aux groupes minoritaires et que les mêmes mécanismes, au final, sont en jeu dans ces dynamiques de radicalisation qu'on peut observer. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci d'être tous et toutes disciplinés quant au temps. Ça facilite grandement ma tâche. Donc, je cède maintenant la parole à Olivier. Olivier qui fera, je pense, un partage d'écran à toi. Oui, d'ailleurs, juste avant de commencer, je vais tester mon partage d'écran pour être sûr que ça fonctionne bien. Parce que je vais essayer de partager juste une partie de mon écran. Donc, je vais même tester, est-ce que je peux faire... Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Ah, mais je ne verrai pas mon minutage, fait que ça enlève l'avantage de ça. Bon, je vais faire ça simple. Excusez-moi, là, je ne vais pas prendre trop de temps à faire ce test-là. OK, donc on voit bien mon PowerPoint? Parfait. Excellent. Alors, donc, je vais quand même me mettre un timer pour être moi aussi assez discipliné sur le côté du temps, parce que c'est un truc avec lequel j'ai parfois de la misère, mais là, je l'ai bien rodé, donc ça ne devrait pas trop mal fonctionner. Parfait. Donc, bonjour et merci encore aux organisateurs du colloque de m'avoir invité et ainsi de suite. Donc, en fait, mon nom est Olivier Audet, donc je suis étudiant aussi à la maîtrise au département de sociologie de l'UQAM et je vais faire une présentation sur le thème de la catho-laïcité, qui est quand même un thème qui a été, c'est-à-dire un terme plutôt qui a été utilisé pas du tout dans un contexte académique. En fait, c'est un terme qui est arrivé plutôt pour un peu critiquer ou même à la limite se moquer de certaines contradictions dans les projets de loi sur la laïcité. Et donc, c'est un terme, à mon avis, qui peut vraiment mener à des malentendus et à des conceptions qui peuvent être erronées. Par contre, il me semblait qu'il y avait vraiment quelque chose derrière ça, que ça mettait quand même le doigt sur certaines contradictions et sur certains changements peut-être dans le rapport à la religion catholique au sein du nationalisme québécois. Donc, j'ai voulu interroger ça un peu. Donc, pour faire le plan de la présentation, je vais passer assez rapidement sur le contexte dans lequel mon travail s'inscrit et la pertinence du cas québécois. Je pense qu'on en a bien parlé des particularités là, du cas québécois avec les deux autres, avec François et Émilie. Ensuite, perspective théorique. En fait, je vais aussi ici faire un peu le résumé de mon argument, là, qu'on voit bien où je m'en vais avec ça. Je vais commencer par présenter la notion de culturalisation de la religion qui, à mon avis, est vraiment
le mécanisme qui est à l'œuvre dans l'espèce de mécanisme de catho-laïcité que je vais exposer ensuite. C'est vraiment, je pense, la manifestation québécoise du principe un peu plus large de culturalisation de la religion qui est beaucoup mobilisé dans les discours populistes un peu partout en Europe de l'Ouest et au Québec aussi. Et je vais présenter la notion de catho-laïcité comme compromis politique, un compromis catho-laïque ou une alliance catho-laïque. Et je vais le décliner un peu sur deux périodes, celle un peu de la Révolution tranquille, 1960-1980, la périodisation est un peu arbitraire, mais bon, c'est grosso modo la déconfessionnalisation de l'éducation dans le cadre de la Révolution tranquille. Et ensuite, de 2007 à aujourd'hui, où c'est un peu plus difficile de parler de catho-laïcité, on est vraiment rendu dans quelque chose de plus ambigu, et c'est de ça que je vais parler. Je trouve intéressant qu'Émilie parlait de gains stratégiques en faisant référence à une ambiguïté. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là aussi dans mon travail. Donc, mon travail, en fait, ça s'inscrit dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Donc, c'est aussi un work in progress. Là, c'est pas au centre, la catho-laïcité n'est pas vraiment au centre de mon travail, mais j'y suis arrivé un peu par la bande. En fait, je fais plutôt une analyse en termes de frontières sociales, aussi en termes aussi de frontières floues, en quelque sorte. J'ai l'impression que dans toute la séquence de débats, donc, qu'on a déjà mentionné, pour y aller rapidement, l'accommodement raisonnable, rapport Charles-Taylor, Charte des valeurs, loi 21, tout ça, on passe très rapidement de différents critères d'inclusion ou d'exclusion dans la catégorie de Québécois ou dans la catégorie d'étrangers. Est-ce qu'il est question de religion, de culture, de règles de civisme ou simplement d'obéir à certaines lois, ou même des questions qui relèvent plutôt de l'ethnicité. Et à ce moment-là, la catho-laïcité apparaît intéressante comme floue dans ce que Daniel Justeau, par exemple, appelle la face interne de la frontière, c'est-à-dire dans le contenu de ce que c'est d'être québécois, dans le sens qui est accordé au fait d'être inclus dans la catégorie de québécois. Et puis, ensuite, sur la particularité du cas québécois, bon, je pense qu'on est un peu, on est un peu passé là-dessus dans les présentations précédentes, mais donc cette partie-là de mon travail s'inscrit vraiment dans le cadre de l'intersection entre laïcité et nationalisme, qui est un cas qui est particulièrement étudié en France et aux Pays-Bas. Je pense que c'est vraiment les deux cas d'école où on dit qu'une certaine forme de laïcité est élevée au rang de valeur nationale dans les discours populistes. Et je pense qu'on peut ajouter un peu le Québec à cette liste-là. Et bon, on a déjà parlé, la CAQ n'est pas vraiment un parti national populiste, là, au sens où on l'entend en Europe. C'est vraiment important de dire qu'il s'agit d'un genre de populisme light ou d'un rapport un peu particulier au populisme. Donc, on ne théorise pas non plus que c'est un parti du genre du Front national ou quelque chose comme ça. C'est quand même assez important de faire la distinction. Et voilà, la catho-laïcité donc apparaît comme la manifestation québécoise de phénomènes plus larges qu'on observe un peu partout en Europe de l'Ouest, donc comme la culturalisation de la religion. Que j'amène ici. Donc, je vais présenter un peu la notion de culturalisation de la religion qui vient notamment de Rogers Brubaker, qui est parfois présentée dans le cadre d'une opposition entre Occident et Islam. Donc, Brubaker parle aussi de civilisationnisme là, comme cadre de référence. C'est beaucoup plus présent en Europe qu'au Québec. Là, au Québec, ça ne fait pas beaucoup de millage, mais je pense par exemple à Mathieu Bock-Côté qui a pu utiliser ce genre de cadre là, de défense de la civilisation occidentale. Je crois qu'aussi Joseph Facal, dans les pages du Journal de Montréal, a déjà fait des références dans ce genre-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement absent, mais c'est pas mal plus mis de côté. Dans cette perspective-là, l'Occident ou la nation, lorsqu'il n'est pas question là, de défense de la civilisation occidentale, est dépositaire en même temps de la chrétienté et de la laïcité. Par contre, la religion chrétienne est reléguée à un rôle qui est plutôt historique et culturel, et il n'y a plus vraiment d'injonction à pratiquer la religion chrétienne. Par contre, il y a une injonction à reconnaître son importance historique, à défendre un certain patrimoine culturel et religieux. Donc, c'est vraiment la religion comme patrimoine historique. Et ça a un avantage stratégique qui est de pouvoir fédérer nationalistes religieux et laïcs. Un élément intéressant que je pense apporter, c'est que ça peut aussi avoir un effet de dog whistle, et ça pas seulement au Québec, mais je pense que c'est très intéressant dans le cas français aussi, même si je ne me pencherai pas du tout là-dessus. Un discours qui fait référence au rôle historique et culturel du religieux. Cet aspect-là, donc l'aspect du patrimoine historique religieux, peut être très peu important pour des gens qui sont des laïcistes stricts, tout en allant chercher des gens qui ont un rapport différent à la religion catholique, soit qui sont simplement pratiquants, ou même dans le cas français, qui pratiquent carrément un catholicisme politique peut-être. Donc, ça permet vraiment de ratisser large et avec un seul message, d'aller chercher des gens qui vont retirer des choses assez différentes de ce message-là. Et c'est comme ça qu'on peut, je pense, résoudre un peu la contradiction un peu catho-laïque, si on veut, donc ce rapport un peu différent là, à la religion catholique. Ensuite, donc,
la catho-laïcité comme compromis politique. En fait, donc, le contexte dans lequel le terme de catho-laïcité a été utilisé au Québec, c'est vraiment celui de critiquer les projets de loi sur la laïcité qui souvent offrait certaines exemptions. Il y avait débat, par exemple, sur le fait de retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. C'est vraiment quelque chose qui a occasionné l'utilisation du terme de catho-laïcité chez les critiques. Par contre, ça avait vraiment un désavantage, à mon avis. Premièrement, ce n'était pas du tout un terme académique. Il n'y avait pas nécessairement disons, de rigueur dans la façon dont c'était employé. Ça avait le désavantage, je pense, de faire un peu un procès d'intention ou de donner... ça soulignait un peu une hypocrisie, puis je pense que c'est pas toujours une hypocrisie, en fait. C'est un peu hasardeux de sous-entendre qu'il y a des laïcs qui, en fait, cacheraient un catholicisme en dessous de leur laïcité, si on veut. Je crois pas que ce soit vraiment le mécanisme qui est à l'œuvre, et on fait erreur lorsqu'on fait un peu ce sous-entendu-là en utilisant le terme de catho-laïcité. Alors, je voulais plutôt voir la catho-laïcité comme le résultat d'un compromis politique sous-tendu par un rapport de force dans certains débats sur la laïcité et replacer ça dans un contexte historique de l'évolution de certains rapports de force dans les débats par rapport à la laïcité, la déconfessionnalisation et ainsi de suite. Et puis donc, je vais replacer ça un peu dans le contexte historique. Bon, je vais passer quand même assez rapidement là-dessus parce que, c'est-à-dire, je n'irai pas dans tout le détail qu'on pourrait faire parce qu'on pourrait faire quelque chose d'extrêmement détaillé sur la Révolution tranquille, le processus de déconfessionnalisation et ainsi de suite. Je suis forcé un peu d'y aller pas vraiment en profondeur, disons. Donc, je sais que c'est pas tout le monde nécessairement qui est super familier avec la situation québécoise, donc j'essaie de le garder assez simple et d'expliquer un peu de quoi il est question. Donc, à la période de la Révolution tranquille, je vais aborder deux côtés. Le côté plutôt politique avec la formation du PQ et le rapport de force au sein du PQ comme exemple du milieu nationaliste québécois. Et sur le plan de la déconfessionnalisation scolaire, donc sur le plan qui est vraiment plutôt axé sur la laïcité, qu'on n'appelait pas nécessairement comme ça à l'époque, mais sur le même type de débat. Et donc, sur le plan de la déconfessionnalisation, je crois qu'il y a vraiment trois forces en présence là, au tournant des années 60-70. On peut parler de catholiques plutôt traditionnalistes, catholiques modernisateurs et laïcistes. Quand on parle de catholiques traditionnalistes, c'est essentiellement les gens autour du clergé, un peu le vieux clérico-nationalisme canadien-français, pour le dire rapidement et un peu de façon peut-être un peu caricaturale. Quand on parle de catholiques modernisateurs, il y a tout un ensemble d'intellectuels qui sont issus du milieu catholique, dont plusieurs se revendiquent encore plutôt du milieu catholique, mais qui voient la nécessité d'un projet de modernisation et de sécularisation du Québec, parfois même comme nécessaire pour la continuation du projet catholique au Québec. Donc, c'est vraiment... il y a une espèce de continuum, par contre, entre catholiques modernisateurs et laïcistes. Là. Bon, il y a toutes sortes de positions mitoyennes. Et ensuite, par laïciste, qui entend vraiment des groupes comme le mouvement laïque de langue française, comme le mouvement laïque québécois. Donc là, on parle vraiment de vraiment se détacher de l'étiquette catholique et de l'Église catholique et une déconfessionnalisation complète là, du réseau de l'éducation. Ce qui n'a pas lieu, en fait, ce qui arrive, c'est vraiment plutôt une espèce de... Bon, les traditionalistes, les catholiques traditionalistes sont vraiment marginalisés au tournant des années 60-70. Progressivement, je dirais, là, ils conservent un certain pouvoir, mais c'est vraiment eux qui ressortent plutôt perdants des débats à ce moment-là sur la déconfessionnalisation. Or, ce n'est pas une victoire complète pour les laïcistes non plus, vraiment pas. Il n'y a pas de déconfessionnalisation du système d'éducation. On conserve un système scolaire catholique, un système scolaire protestant jusqu'en 2000. Donc, c'est quand même quelque chose qui est... par contre, c'est un système scolaire plutôt moderne et puis disons, il y a une certaine déconfessionnalisation, une sécularisation de fait là, de l'appareil d'éducation. Et par la suite, des années, à partir des années, pas seulement à partir des années 80, tout au long de la période, en fait, on voit vraiment une victoire progressive du laïcisme. Donc, le laïcisme progresse régulièrement là, dans le temps. Au sein du PQ, la balance du pouvoir est un peu dans le même genre. En fait, c'est vraiment les modernisateurs et laïcistes qui ont le pouvoir de leur côté au sein du PQ. Par contre, c'est important de rappeler que le PQ est une coalition qui est issue notamment de certains groupes plus à droite qui ont un rapport. En fait, c'est pas nécessairement le fait qu'ils sont plus à droite que je veux surtout amener ici. C'est un rapport un peu différent à la religion catholique. Entre autres, le RN qui est ici, je crois que c'est Ralliement national ou Rassemblement national, ils ont utilisé des termes un peu différents parfois, je crois, qui est un groupe, c'est une scission du RIN, en fait, des régions, qui est mené par Gilles Grégoire et Jean Garon, qui sont quand même deux figures qui ont été importantes dans le PQ jusqu'aux années 80-90. Donc, il y a aussi des anciens de l'Union nationale, des anciens créditistes. Et tous ces groupes-là ont vraiment un rapport à la religion catholique qui n'est pas du tout celui des traditionalistes. C'est important de le souligner. Là, on n'est pas non plus dans le maintien
nationalistes extrêmement catholiques, mais qui, entre autres, a un problème. Le RN fait une scission du RIN à cause, entre autres, de l'agnosticisme et de l'homosexualité relativement ouverte de Pierre Bourgault. Et puis, il y a d'autres, il y a vraiment il y a un côté un peu plus traditionnaliste, un rapport au catholicisme qui n'est pas le même que dans les laïcistes stricts, disons, du côté de ceux qui sont plus à droite. Et ils conservent une importance régionale au sein du PQ. C'est certainement pas eux qui dictent la politique en termes de religion, mais ils conservent une importance régionale qui peut venir expliquer comment un rapport différent à la religion catholique va un peu revenir par la suite dans une situation contradictoire où le laïcisme, en fait, devient hégémonique vraiment. Là, dans la période de 2007 à aujourd'hui, le laïcisme prend vraiment à peu près toute la place. Il n'y a plus vraiment de place dans la politique québécoise pour un catholicisme politique affirmé. Donc, c'est vraiment important ici. Je parle encore un peu d'alliance catho-laïque, mais c'est important de comprendre que même ceux que je catégorise un peu comme cathos sont plus des catholiques affirmés à ce moment-là. En privé, qui sait, c'est pas ça la question, mais ça fait plus vraiment partie de leur politique. Bon, François a un peu souligné, là, le nationalisme québécois s'articule beaucoup plus autour du rapport aux minorités. Le néo-nationalisme pluralisme n'est plus vraiment dominant au PQ. Et il y a l'émergence intellectuelle qui prend un rapport plus ambigu au, j'ai mis entre guillemets, vieux nationalisme canadien-français, donc le nationalisme canadien-français catholique de pré-révolution tranquille. Et je vais parler un petit peu, là, il ne me reste plus tant de temps que ça, donc encore une fois, on n'a pas le choix de le faire un peu rapidement, mais du débat sur l'enseignement de l'histoire nationale et comment ceci se positionne là-dedans. Je crois qu'on a beaucoup parlé de la question de la laïcité et le port de signes religieux, etc. Le débat sur l'éducation, sur l'enseignement de l'histoire au secondaire et au collégial est assez intéressant. Je reprends une partie de la thèse de Couture et Piot et de Justin Letourneau spécifiquement sur la question de l'enseignement de l'histoire. C'est deux trucs assez polémiques. Je pense que c'est des personnes qui ont un positionnement clair dans ces débats-là. Donc, je ne reprends pas leur analyse au complet, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont vraiment justes et qui sont assez intéressants. Donc, ici, je reprends ici le diagramme qui vient du livre de Couture et Piot, mais j'aimerais attirer l'attention sur deux éléments particuliers là, pour pas qu'on se perde dans tout le graphique. Et ce n'est pas toutes les personnes qui, sur cette liste-là qui ont la même pertinence, je pense, dans l'analyse que je fais. J'aimerais attirer l'attention en particulier sur la Fondation Lionel Groulx et l'Action nationale, qui sont vraiment... je pense que c'est là qu'on peut vraiment voir une relation plus ambiguë à l'histoire, disons, l'historique catholique du Québec et l'ancien nationalisme. On pourrait dire pré-révolution tranquille, c'est le dire rapidement un peu, mais c'est un peu ça. Groulx est quand même une figure emblématique du nationalisme canadien-français catholique pré-révolution tranquille. Donc, il meurt en 1967, je crois. Donc, c'est vraiment une figure de toute à partir de la fin du plutôt début du 20e siècle jusqu'aux années 1960. Et valoriser l'héritage de Groulx, ce qui est la mission de la Fondation Lionel Groulx. En fait, l'une de ses missions, c'est pas la seule, mais ça porte quand même son nom. Et c'est de là que ça vient. Elle fait vraiment une relation particulière et ambiguë à la religion catholique, en tout cas par rapport aux positions laïcistes les plus claires qu'on associe vraiment, qui sont un peu l'archétype des laïcistes de la Révolution tranquille, si je reviens si on parle des laïcistes ici, ceux-ci sont vraiment en rupture avec des personnages comme Groulx. Et c'est vraiment difficile de voir comment on peut revaloriser son apport sans avoir une relation un peu différente à la religion catholique. Et c'est là qu'on est un peu dans la notion, chez certains intellectuels, de reconstruire une histoire nationale un peu unifiée, qui soit capable de faire le pont entre l'ancien nationalisme catholique et le nationalisme très laïciste aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que vient vraiment la culturalisation de la religion. Les appels à la religion comme patrimoine historique permettent cette ambiguïté-là. Comme illustration de ça, j'aimerais juste revenir en fait, je n'ai pas vraiment besoin de revenir, mais ma citation est plus... Ah non, j'ai la citation ici, parfait. Excusez-moi. Donc, en fait, je pense qu'on a une illustration de ce rapport un peu particulier à la religion dans un article de la loi 21 qui a été amendé, mais qui était au départ écrit donc présenté par Simon-Jolin Barrette, dont on a déjà vu des citations dans la présentation d'Émilie. Et en fait, il y a un article qui a été amendé pour avoir essentiellement le même effet, mais être plus précis et avoir un libellé un peu différent. La version originale disait « La présente loi, donc la loi 21, ne peut être interprétée comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux qui témoigne de son parcours historique. »
Donc, je pense que c'est le genre de référence qui, pour un laïciste, a peu d'impact. On peut reconnaître un fait historique, on peut reconnaître de loin sans trop y porter d'attention, alors que pour des gens qui soit ont une relation différente à la religion catholique ou ont une relation différente au projet politique, à un certain projet politique, disons, qui tourne autour, qui accorde un rôle à la religion catholique historiquement, ça a vraiment un effet différent. Donc, c'est un peu l'effet de dog whistle dont je parle, qu'on peut y voir des choses assez différentes et c'est ce qui permet de réconcilier un peu les deux éléments assez différents. Un laïcisme qui est encore très présent et une relation un peu particulière au catholicisme. Alors voilà, j'arrête. Je pense que je suis plutôt dépassé le 15 minutes. Non, c'est à peu près comme les autres. Félicitations à tout le monde. Je vais essayer d'être bref parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et je pense que d'autres Je vais personnes pas voudraient. Oui, partager. Non. oh, Excusez, je vais d'autres enlever mon personnes. partage d'écran. Parfait, merci. D'autres personnes voudraient aussi poser des questions. Mais merci beaucoup à tous et à toutes. C'est assez fascinant de mon point de vue, d'autant plus que je pars un peu à l'opposé, si ce n'est pas dans le sens de contraire, ou en fait, je dirais d'un autre lieu. C'est-à-dire que pour moi, l'espace politique est le résultat de rapports sociaux, de relations, de réseaux d'interdépendance. Puis bon, j'ai fait ma thèse dans un village, fait que vous comprendrez que pour moi, même l'espace politique national, pour certaines personnes, est un espace plus ou moins éloigné, à la limite, un espace politique je dirais quasiment exotique, mais ou un genre de spectacle qui amuse les foules. Fait que c'est un peu de ce point de vue-là que je pars. Je vais essayer peut-être de faire un commentaire qui pourrait s'adresser, en fait, une question ou un commentaire qui pourrait s'adresser aux trois présentations. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est à quel point, ou en tout cas, ça questionne, et peut-être que là-dessus, vous aurez plus de réponses que moi, parce que je ne suis pas spécialisé sur la politique nationale ou ce niveau de politique-là en particulier. C'est les liens entre les sciences sociales et l'appareil politique. C'est assez fascinant parce que dans les trois présentations, j'ai comme vu un appauvrissement, je dirais. C'est peut-être pas le bon mot, appauvrissement, mais en tout cas, disons-le comme ça pour l'instant, un appauvrissement de l'objet Québec. Et dans les trois cas, vous montrez une sorte de totalisation ou d'une homogénéisation, ou je dirais même peut-être d'une substantialisation de l'objet Québec qu'on va définir Émilie parlait de valeurs, par des valeurs ou à la limite par des traits identitaires. Fait qu'on masque l'hétérogénéité ou la multiplicité des territoires qui constituent le Québec. Et Olivier parlait tantôt des frontières sociales, des catégories d'inclusion, d'exclusion. L'ethnicité est une de ces catégories-là, mais ce n'est pas la seule. Il y a de multiples frontières. Et c'est un peu, en fait, beaucoup, vous avez parlé, Hérouville, par exemple, La Meute, tout ça, ce sont des groupes plus ou moins intégrés ou non à l'espace officiel politique, si on veut. Fait que comment vous verriez, en fait, le discours politique national, parce que j'ai comme l'impression que c'est votre objet principal. Puis je pense que François en a fait aussi mention, si j'ai bien compris, là, la distinction entre l'offre et la demande. Moi, je le voyais plus d'un point de vue économiciste, moins politique, entre les interactions, les programmes politiques et les transformations sociales, les transformations dans les rapports sociaux. Est-ce que c'est un horizon pour vous de voir comment, non pas seulement comment les programmes politiques s'incarnent dans des rapports sociaux, mais comment les rapports sociaux transforment les idées politiques. Et là, je me demande si l'espace politique national est-il un espace là, je dis peut-être n'importe quoi, mais de plus en plus fermé sur lui-même. D'où cette vision stéréotypée, caricaturale de l'objet Québec, d'où aussi peut-être la moins forte pertinence des sciences sociales. Je ne sais pas, je discute là-dessus, je n'ai pas de réponse parce que je connais mal quand même cet espace politique national-là, mais selon vous, qu'est-ce qui expliquerait qu'on présente l'objet Québec d'une façon aussi caricaturale, enfin? Est-ce qu'il y a, en fait, ça s'adresse aux trois personnes. Je n'ai pas vraiment en particulier Je peux peut-être commencer peut-être avec une piste de réponse. Donc,
Évidemment, l'objectif de ma présentation, de ce qu'on a amené, puis je pense que ce serait probablement la même chose pour les deux autres, c'est pas nécessairement d'amener une perspective, une représentation caricaturale du Québec ou de masquer la diversité qu'il peut y avoir dans les appartenances régionales, dans les luttes politiques qui traversent le Québec. Pas du tout. Quand tu parles de considérer les rapports politiques comme étant le résultat de rapports sociaux qui ont lieu là, avant l'entrée dans la sphère politique nationale, comme tu dis, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans ma présentation, j'essayais vraiment plus de regarder comment, par exemple, l'interaction entre un certain nombre d'acteurs assez restreints, donc les partis politiques et peut-être quelques autres acteurs, peut permettre, donc on est vraiment plus dans une analyse stratégique de l'interaction entre les partis politiques. Cela dit, évidemment que les partis politiques représentent des coalitions d'intérêts qui, elles, ces coalitions-là, ont leur source à l'extérieur de la sphère politique ou du champ électoral compris de manière assez stricte. Là. Alors, à ce niveau-là, je pense que je serais pas du tout là, je ne m'opposerai pas du tout à ce que tu dis là, sur cette diversité d'appartenance qui dépasse évidemment la sphère politique nationale. Et donc, peut-être une piste de réponse. Là, donc, je pense que l'objet, du moins pour ma communication, ça n'a pas été nécessairement de vouloir masquer l'hétérogénéité de ces appartenances-là, mais vraiment de regarder comment un certain nombre d'interactions, un certain nombre d'acteurs très restreints dans un champ restreint, hein, vraiment considérer la politique électorale comme un champ d'action stratégique où il y a des acteurs qui jouent. Hein. Donc, c'est vraiment plus cette perspective-là et personnellement, je ne la vois pas comme en contradiction avec d'autres perspectives qui verraient, par exemple, et c'est ce que les approches axées sur la demande vont généralement tenter davantage de faire, de voir comment les rapports sociaux, les transformations sociales qui se passent dans les communautés qui débordent la sphère politique vont essayer d'amener les gens à avoir des idées politiques qui vont ensuite devoir être prises par les partis. Il y a cette idée-là aussi dans les théories sur les droites radicales que je n'ai pas abordées, évidemment, là, mais qui existe. Là. Je vais peut-être laisser la parole aux autres. Je ne pense pas que Frédéric nous accusait de vouloir de simplifier. Je pense qu'il disait au contraire que c'est ça qu'on pointe on pointe que des gens le font. C'est plutôt, dans notre analyse, je pense que c'est plutôt la droite populiste qui fait ça, et pas nécessairement nous. Oui, c'est ça. Espère. Puis, ouais, moi, je vais peut-être me lancer là-dessus aussi, mais je pense c'est vrai qu'effectivement, on est un peu dans on est tous dans les études sur le populisme, je pense, les trois d'entre nous. Donc, on est assez proche de la sociologie politique. On n'est pas trop dans une approche un peu plus anthropologique, comme on avait vu avec Antoine hier. Je pense que Frédéric n'était pas là, mais c'était vraiment une présentation qui était plutôt dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de place pour ça. Moi, dans mon projet de mémoire, je vais regarder, entre autres, des publications sur Facebook, sur des pages Facebook pour avoir un peu le discours des gens de façon un peu non filtrée et en dehors de la sphère politique. C'est un peu à ça que je m'intéresse dans une partie de mon travail. Mais là, c'est sûr que ce que j'ai présenté aujourd'hui était vraiment plutôt dans le domaine là, plus proche de la sociologie politique, vraiment comme coalition, l'idée de coalition catholaïque, de coalition d'acteurs dans la sphère politique. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de place, puis il y a une nécessité aussi de faire le genre de travail dont tu parles, Frédéric. Puis c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais effectivement, ça donne que là, on était vraiment plus dans les études sur le populisme appliqué au cas québécois. Pour ajouter quelque chose, et vous m'excuserez parce que j'ai de la construction très, très, très bruyante, pas en ce moment exact, mais il y avait 30 secondes, il y avait du hammering. Alors, j'essaie de me concentrer, mais I would just add that, in thinking about these questions, and we are, I think the three of us coming from a kind of political sociology angle in which we've seen over, the last couple of decades, an attempt to open the black box of the political party and of the political system and think about ways to theoretically frame and better understand the constitutive work that parties themselves do, that they don't merely, we had the sort of reflection thesis that I think dominated for, the latter decades of the 20th century, that, parties pick up and reflect and inscribe the implications of social cleavages within the population. But I think what we've seen, especially in the work of populist parties, is how creative they can be in reassembling
constituencies that you might not imagine would be placed together, or inscribing certain alliances across disparate constituencies that it would have been hard to imagine. And so I think you're right that we don't understand very, and this came up yesterday, we don't understand very well then the connection that ultimately gets forged or not forged between the offerings based on this culture, this very creative kind of reassemblage, and the interests and objectives of the population. But it's certainly the case that you can witness, I think, very impactful decisions made on the part of political parties when we've seen over the course of these successive debates, particularly in the areas of religious accommodation and diversity, how much over a decade the conversation has led us somewhere that is now inscribed in policy, that has taken maybe perhaps a decade, but then, is now embodied in legislative measures that have also been shown to be highly popular among the Quebecois population, and to potentially even increase the incidence of hate crimes and discrimination because of the sort of justifications of that behavior provided within the political sphere. So we do need to think more interactively, but I think we need to pay attention to the articulation capacities of parties. Merci beaucoup. Je pense que Frédéric Guillaume avait une question. Si vous voulez aussi prendre la parole, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Micro. Oui, bon, c'est bon. Je parle souvent avec Olivier et François, alors vous allez m'excuser de poser une question plus à Émilie. I'm sorry, Emily. After a second coffee, my English is quite fine, but now I'm going to have to ask the question in French. No problem. Well, first I have one comment and then a question. Bon, là, je parle en anglais, c'est bizarre. Le commentaire, c'est si tu avais à faire des entrevues liées à ce projet-là, je pourrais te présenter des gens qui ont été des têtes importantes dans le mouvement laïque québécois et qui eux-mêmes, quand il y a eu les think tanks sur comment est-ce qu'on formule les projets de loi sur la laïcité, quand il y a eu le passage et la décision, et c'était sous le PQ, de passer à l'expression valeur plus que laïcité, les gens du mouvement laïque québécois étaient extrêmement fâchés. Fait que c'est important de voir cette pluralité de positions-là. Là, souvent, on les caricature comme étant tous des racistes, etc. Mais non, il y a vraiment eu là, une grosse réaction des gens qui ne se parlent plus depuis. Juste parce que pour certains, parler de laïcité devait être complètement déconnecté de la question plus large des valeurs. Là où ma question devient un petit peu plus provocatrice, je me demande si on ne pourrait pas faire un petit peu de chemin ensemble en partant d'une position que je dirais qui est un peu plus cité-libriste à une position un peu plus Brubeckerienne. Par la position un peu plus cité-libriste, je reconnais une présentation qui est la bonne vieille présentation de Cité libre, où le Québec est un peu présenté comme le foyer de dynamique ethnique, organique, etc., d'un rapport au droit qui est pathologique, etc. Et le Canada serait présenté, lui, comme noble et défenseur des droits, etc. Et je me demande si on ne pourrait pas faire du mélange pour aller vers une position où on a plutôt à la Brubaker, deux types de nationalisme avec des agendas différents. On a un nation building canadien avec son arsenal de droits et valeurs, et on a un nation building québécois avec son arsenal de droits et valeurs. Est-ce que ça pourrait amener à faire, c'est déplacer un peu parfois la ligne entre droits et valeurs? Je pense dans le projet de loi, par exemple, une des choses qui est super contradictoire, mais c'est que le projet de loi sur les valeurs inclut le respect des chartes. Ce qui est un peu une contradiction dans les termes parce que le projet de loi vise à bypasser les chartes. Mais bon, c'est quelque chose qui montre que l'articulation valeurs et droits est assez complexe et que ça fonctionne. L'appel aux chartes dans les deux camps me semble être des dog whistles aussi, où on essaie de faire valoir certaines positions politiques et de discréditer l'adversaire.
Et dans le cas de la Charte canadienne des droits et libertés aussi, je me demande si on ne désubstantialise pas les valeurs qui sont derrière et la polarisation politique qui est derrière. Parce que la Constitution canadienne, l'article 27 de la Constitution est très explicite sur le fait que la Charte doit être interprétée pour faire la promotion du multiculturalisme. Ce que tous les partis politiques au Québec ont refusé depuis 1982. Donc, pour moi, ce n'est pas tellement surprenant qu'il y ait le framing que fait la CAQ n'est pas tellement surprenant du framing qu'on a eu à peu près à tous les autres partis politiques. Et même que le NPD, avec sa déclaration de Sherbrooke, essayait d'aller davantage dans la position d'un fédéralisme de reconnaissance, qui a été, à mon avis, complètement abandonné par Jack Meeting, qui ne comprend pas le Québec et qui conséquemment perd beaucoup de votes au Québec. Et donc, c'est ça, il me semble que ça permettrait de voir qu'il y a des valeurs et il y a des droits des deux côtés, il y a des agendas. Évidemment, ma position, at the end of the day, est très proche de la tienne sur le fond, mais je pense que ça braquerait moins de gens, en tout cas, dans la présentation de l'argument au Québec. Yeah, thank you for the comment and the related questions. I mean, my intention is not to present, you know, the legal frameworks that are being, you know, criticized by the CAC or at least that they're trying to circumvent in these debates as being themselves kind of devoid of any cultural meaning or unattached to any sort of nation building project, right? It's very clear to me that, you know, of course, and we know the whole history of the charter in Canada is very much, you know, that was inscribed and implemented in a context of debate over Quebec's position within Canada and very much involved a kind of promotion of multiculturalism, as you say. And I think that's why, you know, to think of the way legal bodies and constitutional bodies and structures are imagined within these debates we cannot think about that separate from the nation building projects and the political projects that gave rise to those principles. You know, it's the same way as in the case of France, where in the debate over the burqa and niqab, you had politicians who were in favor of legislating against the wearing of the burqa and niqab in public space, viewing the court system and the legal system, particularly in the context of Europe, as, you know, we want to ensure that our you know, principles derived from republicanism aren't going to be overshadowed by an external legal apparatus that represents different kinds of values, right? And I think it's the same thing that you're dealing with in Quebec, which is law in Canada and law in the context of these debates doesn't just mean, you know, these culturally neutral principles and ideas that came out of some vacuum, but it derives from two differing nation building projects. And so it's not to sort of demonize that I'm not trying to demonize the sort of slippage from rights to values to suggest that there's a kind of lack of consideration for rights here, but more to kind of question what is enabled discursively by that slippage. Why does it occur? I mean, because you're also talking about you know, the Charter of Human Rights and Freedoms of Quebec, you know, from 1975, which actually predates the 1982 Charter in Canada. And even those principles are being celebrated while at the same time, you know, reimagined in this kind of value-laden way. And so why, in the context of the last 10 years, this debate that we're seeing, why is it perceived as being advantageous to a political party like the CAQ to talk about things that, you know, had been discussed in these rights-based terms and use more value-laden language? And I think the reason is that it allows you to construct a people, an understanding of who belongs to the people that is very helpfully unclear, very helpfully ambiguous. It is at once everyone. The universal matters, but it's also particular, but its particularities are not always expressed in explicit terms.
But I take your point, and I certainly don't want to be, you know, when an Anglophone writing about Quebec, especially, I don't want to appear as though I am here to celebrate multiculturalism. But I take your point about thinking more about those the cultural underpinnings of these structures, and yeah, thank you. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question ou on termine? Je crois qu'on avait jusqu'à 10h30. Donc, je sais pas, je sais pas. Et puis, on a des questions, je pense, de Denise, Elie et puis Jamila. Ah, je vois pas ça. Moi. Il y a une petite main levée. On a du temps ou on n'a pas de temps? C'est la question. On a eu du temps? Parfait. Okay. C'est pour continuer dans l'esprit de la remarque de M. Parent. Excusez-moi, je ne me rappelle plus de votre prénom. Les 3 discours que vous tenez me semblent effectivement un aplatissement total de ce que vous appelez l'objet Québec. Et d'autant plus, et là je me demande vraiment si vous ne participez pas de ce discours de certaines élites, disons intellectuelles, qui aplatissent la définition du Québec et en font une espèce d'isolant homogène, mythique. Alors je sais que vous allez me répondre, non, on le dénonce. Oui, mais la question c'est que votre dénonciation est plus que bizarre parce que vous le dénoncez à partir des analyses discursives, plus ou moins. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi on a eu un changement de discours au Québec, ce que certains appellent la droitisation, la polarisation, donc ce que vous voulez, en dehors du rôle de ceux qui font les discours. Donc, je voudrais bien savoir la position des élites économiques. Je voudrais bien savoir la position des élites culturelles. Je voudrais bien savoir votre explication vraiment sociologique de ce changement de discours. Parce que là, on a l'impression d'être vraiment face à un isolant. Alors, c'est exactement peut-être l'image que toutes ces élites politiques veulent donner du Québec à leur électorat, pour X raisons. Mais comme analyste, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin. Enfin, c'est mon point de vue. Et puis, j'ai trois questions de définition, simplement. Pourquoi vous parlez de populisme et pas de nativiste? Je suis curieuse de savoir. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire un néonationalisme pluraliste du PQ à partir, je pense, de 2007? Je n'ai pas très bien compris. Ce sont mes questions. Celle à laquelle je peux répondre rapidement, je pense que c'était peut-être une question, je ne sais pas si c'est mon PowerPoint qui n'était pas clair, mais c'est plutôt que quand on parle de le côté plutôt pluraliste du PQ n'est plus présent à partir de 2007, ou est moins dans une position de pouvoir au PQ, en fait. Ce que je voulais parler, c'est essentiellement la fin de la période où André Boisclair dirige le PQ, où on a une vision, disons, plus ouverte sur la diversité, pour le dire rapidement, là, au PQ, et ça prend fin en 2007. Donc, c'est pas quelque chose qui est à partir de 2007, là, ça serait effectivement assez contradictoire, je pense, quand on regarde comment le PQ a évolué à ce moment-là. Peut-être quelques pistes de réponse. Donc, sur la dernière question, là, sur la question des termes nativisme, populisme, je pense que j'ai quand même utilisé davantage le terme nativiste que populisme. Du moins, je considère davantage les partis comme la Coalition Avenir Québec, le projet de charte qui a été proposé par le Parti québécois comme étant davantage du nativisme que du populisme. Je considère davantage donc le populisme comme étant une stratégie qui a été mise en place par les partis dans le cadre de campagne électorale, surtout. Mais l'essence de ces programmes-là, de ces propositions-là, je suis d'accord avec vous, c'est davantage le nativisme. Maintenant, sur, disons, les éléments d'explication sociologique qui pourraient expliquer ce changement dans le discours nationalisme. Hein, pour pas avoir simplement l'air de parler discours. C'est une très bonne question. Évidemment, ça débordait le cadre de notre présentation, mais il y a certains éléments qu'on peut souligner. D'une part, l'amélioration du statut socio-économique des Québécois et Québécoises depuis
disons, là, les années 70. Là, et c'est surtout, tout ce que je vais dire, là, c'est surtout à comprendre dans l'idée d'une nécessité de réformer le projet nationaliste, de le sauvegarder, alors qu'il est en perte de vitesse. Comme je l'ai dit, il y a une diminution de l'appui à l'indépendance qu'on remarque. Est-ce que ça va durer dans le temps? On verra bien, mais c'est ce qu'on observe. Hein? Et on a vu le PQ qui a de la difficulté à maintenir ses appuis. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est ici cette nécessité de refonder le projet nationaliste autour d'un projet nativiste et lié d'une part à l'amélioration du statut socio-économique des Québécois, Québécoises d'origine canadienne, française. Donc, si on regarde, par exemple, une comparaison entre les années 60 où le projet indépendantiste qui a constitué le projet nationaliste par excellence jusque très récemment et a été développé dans le contexte d'une infériorité socio-économique des francophones qu'on doit reconnaître. Évidemment, ce n'était plus le cas à partir des années 80. Hein. Et si on regarde, par exemple, dans les années 80, les différences de revenus entre les Canadiens français et les Canadiens anglais au Québec étaient statistiquement insignifiantes. Et donc ça, c'est important de le souligner. L'État québécois a joué un rôle clé dans le développement de cette classe moyenne supérieure, ce que certains ont déjà appelé une bourgeoisie balzacienne. C'est un terme qui avait été dit. Deuxième élément aussi, la stabilisation des taux d'anglicisation du Québec. Là, c'est revenu un peu dans l'actualité, mais si on regarde sur le long terme, on reste plus ou moins stable à 78% à peu près de Français au Québec. Et ce qu'on remarque, c'est que les immigrants, d'après l'Office québécois de la langue française, choisissent bien davantage le français que l'anglais, à 33% versus 14%. Alors ça, si je me souviens bien, c'est une donnée qui avait été mise de l'avant en 2017. Donc, il y a des transformations sociales comme ça. Donc, évidemment, qu'il y a un rapport avec la structure de classe au Québec entre Canadiens français, Canadiens anglais, Canadiennes françaises, Canadiennes anglaises, sur des enjeux culturels comme la francisation qui avait été l'infériorité socio-économique et la crainte d'anglicisation du Québec avaient été les deux piliers principaux sur lesquels avait été fondé le projet nationaliste à partir des années 60. Et quand ça devient moins pertinent à mobiliser politiquement, c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre l'émergence de nouveaux discours. Donc, c'est pas du tout pour dire que ces discours-là sont pas liés à des transformations sociologiques qui ont lieu hors de la sphère du discours, mais et ça, je pense pas que les personnes qui tiendraient cette position-là strictement. Et il y a également peut-être d'autres éléments qu'on pourrait rentrer, comme le remplacement générationnel avec des jeunes qui ont été socialisés dans une perspective qui est complètement différente et qui vont avoir des perspectives différentes sur la question nationale, sur la question de la colonisation et qui vont avoir un rapport, par exemple, au colonialisme très différent entre, par exemple, une génération qui a été socialisée politiquement dans les années 60-70 et une génération qui a été socialisée politiquement à partir des années 90-2000. Donc, il y a des éléments comme ça, un remplacement générationnel qui va aussi venir motiver une transformation des discours. Et je ne veux pas non plus, il nous reste 6 minutes, donc prendre toute la parole, je peux peut-être laisser les autres répondre. Mais donc, il y a certainement ces éléments-là qui peuvent être amenés là, pour dépasser, si vous voulez, cette simple apparence de discours. Là. Ben, pour garder ce cours, je dirais qu'effectivement, sur le même sujet que ce que François disait, c'est un peu la faiblesse d'avoir 3 personnes qui sont un peu dans la même perspective, plus proche de la sociologie politique. Là. Effectivement, je pense que c'est vraiment un côté qui est un peu manquant dans l'autre travaux, mais c'est normal qu'il y ait plusieurs chercheurs dans le champ et qu'ils s'articulent autour de questions qui sont reliées, mais qui prennent par des directions différentes qui sont toutes nécessaires pour bien comprendre la situation. Puis à ce moment-là, je crois qu'on est 3 qui sont un peu dans la même perspective, donc ça laisse peut-être un trou à combler de ce côté-là. J'aimerais ajouter que, je veux dire, il y a quand même dans la sociologie politique des pistes explicatives qui sont avancées là, pour ça. Là. Et si on regarde, par exemple, quand j'ai parlé des approches axées sur la demande et des approches axées sur l'offre, c'est exactement ce que les approches axées sur la demande vont tenter de faire comme c'est leur projet, c'est de répondre à pourquoi est-ce que se génère progressivement de nouvelles revendications, de nouveaux griefs nationaux populistes dans une société donnée. Donc, je pense qu'il y a quand même des outils dans la sociologie politique pour qu'on puisse, notamment dans le sous-champ qui est la sociologie des droites radicales et populistes, qui peuvent nous permettre de répondre à ces questions-là, même si ce n'était pas nécessairement le sujet là, de nos présentations.
Merci. Je pense qu'il y avait une autre question. Moi, je ne vois pas les questions. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que oui, Jamila avait une question. Là, je la vois, la question. Merci. J'étais dans j'avais une discrète petite main bleue sur le coin de mon écran, mais c'est ça. Merci beaucoup. En fait, ma question n'a rien à voir avec les précédentes, donc peut-être que ça va me permettre de me sortir de ça. Merci beaucoup à tous les trois. Je trouvais ça absolument passionnant. Et pour faire ça court, parce qu'il nous reste 4 minutes, ma question s'adresse prioritairement à Émilie, mais je pense qu'elle va aussi s'adresser peut-être indirectement à Olivier et en fait à Stéphane Vibert qui présentait hier, parce que les trois sont un petit peu liés. En fait, ta présentation m'a beaucoup fait réfléchir à la question de l'articulation des mouvements populistes avec les stratégies juridiques, ou en tout cas leur rapport au droit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que hier, on a parlé de l'opposition entre, on pourrait dire, constitutionnaliste et populiste. Mais ici, on voit qu'on se situe dans une stratégie un peu différente qui est la mobilisation des droits fondamentaux par des mouvements populistes, ou justement, ça va être ma question, peut-être des mouvements qui sont simplement des populistes discrets ou des nationalistes, ça dépend comment on caractérise. Parce que, d'abord une remarque, puis ma question, ce que j'ai retenu de ta présentation, c'était moins, peut-être que je l'ai inversé, c'était moins la question de la particularisation que celle justement de l'objectivation ou de la neutralisation, on va dire, du politique, dans le sens où, lorsque la CAQ mobilise la question des droits fondamentaux, des droits fondamentaux, ça lui permet d'amener un discours qui est quelque part neutre axiologiquement, et ça lui permet aussi de présenter les valeurs québécoises comme étant quasiment une équivalence des droits humains. C'est quand même très difficile de rétorquer à ça. Et ça sous-tend aussi, il me semble, l'idée que les immigrants ont a priori le statut de personnes délinquantes, et qui délinquantes dans le sens où elles ne respecteraient pas ces droits fondamentaux. Donc ça induit quand même un discours sur l'autre qui est assez fort. Et ça leur permet finalement d'être populistes de droite sans dire qu'ils sont populistes de droite, ce que je trouve très fort d'un point de vue politique. Et du coup, d'où ma question, et je pense que ça va aussi s'articuler avec la présentation que vous allez donner cet après-midi, mais il me semble que ça illustre peut-être une tendance à la réversibilisation ou réversibilité, je ne sais pas très bien le reversibility, des droits fondamentaux, qui est, à mon avis, une des stratégies vraiment importantes utilisées par les populistes de droite et qu'on retrouve en fait aussi en France. Tu en as parlé un petit peu quand tu parlais des débats autour du voile, mais une question qui me taraude un peu et dont on n'a pas parlé hier lorsqu'on parlait des populismes en France, c'est la manière dont les populistes de droite en France mobilisent les discours sur la République et sur les droits fondamentaux pour faire passer un discours populiste de droite. Donc, du coup, c'est un petit peu ma question, c'est comment tu visualises cette articulation entre un discours anti-droit, un discours au contraire qui va s'appuyer sur le droit pour pas avoir l'air d'être finalement populiste ou nationaliste. Et puis, c'est ça. Mon idée, c'était un petit peu d'ouvrir la discussion avec Stéphane Gibert, voir ce qu'il en pensait par rapport à sa présentation d'hier. C'est ça. J'espère que c'était clair. Merci. Très bonne question. Je suis pas tout à fait d'accord, par contre, qu'il s'agit je vais le dire en anglais. Je m'exprime mieux en anglais. So I don't fully agree that what we're seeing here is actually an advocacy for rights. As opposed to values, because what you witness when you do, and it's of course hard to convey this in a 15-minute presentation, but when you look at these debates as they took place in the National Assembly over several months, what you had were these consistent exchanges across parties in which the CAQ was being asked, you're saying you want the principles within the charter to be respected by incoming immigrants. So is that what you're ultimately asking? Should we just say we want incoming applicants to abide by these principles? And they would say, yes, but it's really more the values expressed by. And there was actually a whole semantic debate around the term expressed by versus reflected in versus, what exact word to use to link these values that were sort of unnamed to this package of rights that's entailed by the Charter of Rights and Freedoms. And ultimately, what I think the CAQ was trying to do was not wed itself too strictly to a rights-based conception of what is present in the Charter, but to allow itself to speak more broadly, commit to those rights, but also, frame them in a way as being
tied to particular elements of Quebecois culture, which were not always named. And I think that consistent attempt to not just make values and rights totally the same, to have them overlap completely, but to rather represent a Venn diagram, was highly strategic. And I would also say that in the case of the French debate over the niqab and burqa, what you didn't really see such a clear right-wing attempt to say, you know, au nom des droits, au nom de la République. Certainly there was ultimately au nom de la République. And certainly they did ultimately find legal bases upon which to hang this ultimate law. But it was a very value-laden debate which led up to that. And ultimately, you know, I studied very closely the debate over the niqab and burqa ban in 2010, and you had right-wing politicians saying, we really want to ban this thing. It goes against laïcité. And then they had to be told by legal experts, well, laïcité is not a principle that you can apply to prohibit facial coverings in all of public spaces. Laïcité is not a principle that applies to the streets. So they very, you know, carefully looked for other legal bases for this law and ultimately settled upon a protection of the public order. So I wouldn't say that legal and rights-based approaches to these behaviors and practices was a clear driving force in leading right-wing politicians in France to support that ban, but rather they used the law in very strategic ways to validate a project that had many other, you know, connotations and underlying motivations that were equally cultural. Ok, merci beaucoup. En fait, je pourrais répondre, mais j'imagine que Frédéric, pardon, m'arrêter. Juste pour préciser, peut-être ce que je voulais dire, c'est moins la question de la mobilisation du droit. On a vu tous les politiciens utiliser le droit, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais plutôt l'idée de renverser un peu les droits fondamentaux et par exemple faire dire à des droits liés à l'égalité homme-femme ou les non-violences sur les enfants, des choses qu'elles ne veulent pas forcément dire, ou du moins les mobiliser pour venir dire quelque chose sur l'autre. Et c'est ça que j'essayais de dire, mais peut-être que je l'ai mal exprimé en 1 minute de question. C'est ça. Mais on va s'arrêter ici. On pourra reprendre ça cet après-midi. Merci, je comprends. Merci beaucoup, mais il reste que Stéphane a été interpellé, fait que je ne sais pas si je dois quand même peut-être lui laisser la parole. C'est vraiment comme vous voulez, les organisateurs, parce que je vois que l'heure a dépassé. Moi, évidemment, ça me fait plaisir de discuter, mais c'est pour vous, je vous laisse décider. Si je le réponds ou pas. Mais... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Frédéric Guillaume ou... Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? OK, Stéphane, il va falloir que tu fasses bref. C'est difficile dans mon cas. Hein. Je sais, c'est pour ça que je te le dis. Tente d'être bref, s'il vous plaît. Surtout que je vais dire, c'est une question évidemment éminemment complexe, donc je ne voudrais pas être caricatural sur ce point. Mais je commencerai par quelque chose d'un peu provocateur, déjà, pour situer le niveau. Mais je vous rappelle, enfin, je veux dire, d'un point de vue socio-anthropologique, que les droits sont fondés tous sur des valeurs. Alors, je vais dire la distinction droit-valeur, je veux bien qu'on puisse la discuter de plein de formes possibles, mais il faut pas en faire ici un dualisme. Donc, à partir du moment où les droits sont fondés sur des valeurs, la repolitisation des droits comme questionnement sur des valeurs n'est pas un problème intrinsèque. Je veux dire, à moins que vous me disiez, et c'est possible, c'est une position historiquement défendable, que les droits naturels existent, mais bon, la position juste naturaliste n'est plus très défendue dans nos débats depuis un siècle environ, à moins que vous soyez thomiste, et c'est possible aussi, ça se défend. McIntyre l'estime, et puis on peut le discuter, mais bon, en tout cas chez vous, ça m'étonnerait, dans notre panel. Donc, à partir de ce moment-là, Djamila a tout à fait raison, repolitiser des droits, c'est-à-dire les reposer dans une optique ami-ennemi. Alors là, je radicalise, je m'y tiens, mais disons des communautés qui ont des droits fondamentaux, d'autres qui ne respectent pas les droits fondamentaux, est tout à fait compréhensible, je le dirais comme ça, pour pas, parce qu'après Denise va m'accuser d'être populiste, je dirais, mais c'est compréhensible dans un débat qui tente de se questionner sur quelles sont les valeurs d'une communauté politique. Simplement, et quels sont les droits qui viennent incarner ces valeurs, les droits fondamentaux. Alors là, on est vraiment au maximum. Alors donc, ça me semble tout à fait compréhensible qu'il y ait des usages stratégiques, discursifs des différents partis populistes pour faire ressortir le fait
qu'au niveau mondial, mettons, et clairement par rapport à l'islam, puisque c'est ça qui est visé, enfin, l'islam, je dirais l'islamisme, on pourrait discuter, l'islam politique, on pourrait discuter, mais que des valeurs, soit l'égalité homme-femme, puissent être considérées comme incompatibles, c'est ce que les juristes appellent des institutions incompatibles au sein d'une même communauté politique, et donc ça demande un arbitrage politique, ça me semble tout à fait cohérent et normal. Les droits humains n'existent pas en tant que tels, je voudrais, là aussi, c'est encore provocateur, mais ils n'existent qu'incarnés dans une communauté politique. Je veux dire, ça fait 2 siècles qu'on parle du droit au travail. À mon avis, le droit au travail, il n'existe nulle part dans le monde, sinon il n'y aurait pas de chômeurs. Je veux dire, il existait peut-être en URSS à un certain prix, mais on ne voit pas. Donc, et le droit à la vie s'oppose au droit à l'avortement, vous le savez très bien. Les droits sont incompatibles entre eux. Tous les droits humains, quand vous prenez toute la liste, ça a été travaillé par beaucoup de gens, par Panicard, des bons socio-anthropologues, etc. Donc, ils demandent une incarnation politique dans une communauté concrète. À partir de là, il y a arbitrage, il y a débat sur les droits des minorités et les droits de la majorité, les droits linguistiques, les droits religieux, etc. etc. Donc, voilà, alors je pourrais en parler 1 heure, parce que ça fait 20 ans que j'écris là-dessus, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais avec Jamila, ça me ferait très, très plaisir d'en discuter de manière individuelle, évidemment, et très longtemps avec vous. Merci, excusez-moi, 3 minutes. Pardon, Frédéric. Non, merci, c'était très intéressant. On reprendra ça une autre fois, j'imagine, parce que là, il faut quitter et s'en aller ailleurs. Alors, merci à tous et à toutes et au plaisir de vous revoir. Ça vaudrait la peine de dire que je pense que ça vaut peut-être la peine de dire qu'à ma connaissance, on s'exprime tous quand même en anglais. Donc, s'il y a des gens qui s'expriment mieux en anglais, qui ont des questions à poser ou des clarifications à l'extérieur de ce panel-là, pas en ce moment, ça peut quand même valoir la peine de communiquer avec n'importe quel d'entre nous, je pense. Merci de la précision. Et je rappelle, s'il y a des gens donc c'est la première journée au colloque, donc c'est ça qu'on doit se déconnecter et je vous invite à vous reconnecter. Chaque panel a sa propre connexion. OK? Merci. Yeah, just in case it's your first day, we have to disconnect ourselves from the panel and then come back to the next panel with the appropriate link. Thanks.